Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand honneur et une grande confiance que m'ont faite les organisatrices et les organisateurs du comité. Merci à vous. Et donc, sans plus attendre, je vais démarrer cette présentation en prenant une phrase extraite d'un des premiers ouvrages de Margaret Marouani. Je vais dire Margaret Marouani, en fait. Hein. J'ai hésité, mais j'ai fait le choix de dire Margaret Marouani. Voilà. Donc, Margaret Marouani disait la sociologie ne s'intéresse ni aux femmes ni à l'emploi. Hein. Cette phrase, elle est extraite de cet ouvrage que vous avez probablement lu, qui est le troisième ouvrage de Margaret Marouani en 85. Ça faisait 7 ans exactement qu'elle avait soutenu sa thèse sous la direction de Jean-Daniel Reynaud. Et elle était rentrée depuis 2 ans à peu près au CNRS. Donc cette phrase, elle en dit beaucoup parce qu'elle désigne une terre inconnue, un continent que Margaret Maroney avait désigné du doigt et que toute sa vie, en fait, de chercheuse dans tous les cas, elle va s'employer à défricher, à explorer, à rendre légitime avec d'autres. Et derrière ce programme qui structure tout son travail de chercheuse, il y a toute une série d'actions qui ont été menées. Donc, on pourrait en lister de nombreuses. Bien sûr, les enquêtes de terrain, puisque c'est là le pain quotidien des sociologues. C'est aussi la confection d'une grammaire sociologique de l'emploi et des rapports de sexe ou de genre. C'est la gestion de programmes de recherche, ce sont des innovations institutionnelles, c'est un véritable entrepreneuriat éditorial au bon sens du terme, c'est une présence active à l'international. Tous ces registres ont été ceux qui ont composé la trajectoire professionnelle de Margaret Marouani. Alors ici, je ne vais pas tous les reprendre parce que toute la journée, nous aurons l'occasion d'y revenir. Je voudrais mettre l'accent sur les deux premiers que je viens d'évoquer, en l'occurrence les enquêtes de terrain et la grammaire sociologique que Margaret Marouani s'est employée à forger tout au long de sa vie professionnelle. Elle-même disait qu'il y avait 3 grands moments qui ont scandé sa carrière professionnelle, qui tourne autour de thématiques que vous avez probablement encore mémoire. La première, qui était fin des années 70, début des années 80, et dont sa thèse est bien illustrative, c'est la façon dont les idées féministes vont percuter le mouvement ouvrier et le mouvement syndical, avec notamment un intérêt sur la place, les représentations et l'action des ouvrières. Un deuxième moment qui est celui de l'attention portée à la question du salariat féminin à partir des questions d'emploi, de chômage, de sous-activité qui va l'occuper dans les années 80 et 90. Et puis, troisième moment, à partir des années 2000, c'est, disons, plutôt une réflexion d'ordre plus méthodologique, socio-historique sur la question des constructions des catégories qui structurent nos représentations du monde du travail et de l'emploi. Alors, bien évidemment, ces 3 thématiques sont poreuses et il me semble qu'il y a 2 fils transversaux qui les relient en permanence. La première, c'est que l'emploi, et notamment pour les femmes, est une condition de l'émancipation sociale. Je crois que c'était une conviction forte que portait Margaret Marouani. Deuxième idée qu'on a retrouvée dans le petit film, c'est que regarder ce qui se passe du point de vue du genre sur la question du travail et de l'emploi, c'est un biais heuristique, un biais au sens fort du terme, disons plutôt une lentille heuristique qui nous permet de comprendre le monde social. Alors pour essayer de suivre ces fils d'interprétation, je voudrais euh, essayer de suivre une idée, c'est que on peut définir un style sociologique qui est propre à Margaret Marouani à partir de 4 critères. La façon dont on regarde le monde et dont Margaret Marouani regardait le monde. Premier, Première façon de dire un style. Deuxième façon de dire un style, c'est la sémantique, les mots employés, le rapport aux mots et le rapport aux chiffres. Deuxième registre qui compose un style. Troisième, ce sont les stratégies au bon sens du terme. Je serai pas très long sur ce registre. Et puis le quatrième, c'est ce que Weber appelait des tensions constitutives d'un programme de recherche. Et je voudrais en pointer 2 qui me semblent tout à fait fécondes chez Margaret Marouani, notamment la question du rapport entre la savante et la citoyenne. Alors, première série de remarques, si vous le voulez bien, sur la question du regard que portait Margaret sur le monde. Je crois que pour le comprendre, et vous le savez probablement, il faut revenir à l'expérience propre de Margaret, sans faire de projection trop simple, mais elle le disait elle-même, en ces mots,
Elle disait « Je suis féministe de naissance ». Dans un entretien qu'elle avait fait pour la revue avec Hyacinthe Ravet et Jacqueline Lefer, elle rappelait qu'elle était née en Tunisie, qu'elle était venue ensuite en France à l'âge de 13 ans et qu'elle a, dans sa chair, si j'ose dire, vécu une double discrimination de race et de genre. Et qu'elle avait, de ce fait, acquis une forme d'allergie, c'est le terme qu'elle utilisait, à toutes les formes de domination de race et de genre. Et il me semble qu'on peut lire, en tout cas, une partie de toute la production intellectuelle que nous a léguée Margaret Maroney comme une capacité à sociologiser, à mettre en musique sur le plan sociologique avec des exigences scientifiques fortes, objectives, cette expérience qu'elle-même avait vécue. Et on va retrouver cette attention à ces doubles faits de domination dès ses premiers travaux, notamment lorsqu'elle regarde la manière dont les ouvrières, auquel elle s'est intéressée dans sa thèse, vivait l'action collective. Et notamment, un des points qu'elle souligne, c'est la spécificité de l'action collective féminine qui est liée au fait que les ouvrières, quand elles se mettent en grève, elles cessent leur travail, mais elles ne cessent pas pour autant l'engagement domestique qui structure une grosse partie de leur vie. Et donc, elle pointait du doigt une forme de fragilité beaucoup plus forte de l'action ouvrière côté féminin en comparaison de ce que l'on peut observer du côté féminin. Et elle a fait la même chose lorsqu'elle regardait le rapport au travail et à l'emploi chez les ouvrières et chez les ouvriers, mais je vais y revenir dans un instant. Le point important, c'est que très tôt, Margaret, à partir de ses enquêtes premières sur les ouvrières, met l'accent sur l'intérêt d'ériger l'emploi comme un fait social à part entière. Et elle avait une très belle formule, comme elle en avait l'art, en disant à l'époque, il faudrait refaire l'état du champ féministe, ce que je n'ai pas fait ici, mais lorsque Margaret est arrivée à la sociologie, en disant aujourd'hui, il y a un versant travail qui est beaucoup exploré par la sociologie. Elle l'appelait le côté court, avec tout ce que l'on sait sur les inégalités de travail. Et elle, dit-elle, je préfère pour ma part le côté jardin, celui de l'emploi. Et derrière cette question de l'emploi, on retrouve, disait-elle, tout un ensemble de disparités, d'inégalités, de phénomènes marquants qui sont encore, à l'époque, disait-elle, trop peu connus. Et on voit bien comment très tôt, elle sait, sur la base de ses enquêtes, elle a décidé de mettre en œuvre un programme de recherche extrêmement original. Et un des effets de ce choix a été très vite l'alliance interdisciplinaire, et notamment avec les économistes, notamment avec Rachel qui était à mes côtés, et avec, pour le dire exactement, avec l'économie du travail hétérodoxe. Ça, c'était un choix intellectuel extrêmement fort et qui l'a amené à réfléchir notamment sur la façon dont le temps partiel, on l'a vu dans le petit documentaire, était un vecteur de segmentation du marché du travail, et à sa façon, elle a relu sociologiquement notamment toutes les théories de la segmentation qui, à l'époque, étaient structurantes de l'économie du travail hétérodoxe. Alors, deuxième chose que je voudrais dire à propos du style de Margaret, non seulement elle avait une vision du monde qui la portait à réfléchir très tôt sur les questions de l'emploi, mais c'est la question de la sémantique. Je crois que c'est un point majeur que l'on retrouve dans l'ensemble des travaux que Margaret a conduits depuis ses premiers écrits jusque les derniers. Et elle était attentive aux mots. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que les mots ne sont jamais neutres, et elle-même en avait une conscience tout à fait aiguë. Je prends juste un exemple parmi d'autres, qu'on pourrait en trouver beaucoup chez elle, sur la question du travail domestique. Elle disait, est-ce que il y a un problème quand même majeur, c'est que le travail domestique qui est réalisé essentiellement par les femmes, ça renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de l'inactivité, alors qu'un chômeur est nommé actif. Donc il y a un problème dans le choix des mots. Et je crois un des grands combats intellectuels que Margaret Maroney n'a jamais cessé de mener, c'est de lutter contre le désordre sémantique qui fait mal au monde social. Et c'est pour cela, je crois que on va retrouver souvent sous sa plume la notion de mythe. Elle s'est employée en permanence à chasser les mythes. Et vraiment, quand on relit l'ensemble de son œuvre, c'est assez impressionnant de voir comment ce terme-là et cette volonté-là est récurrente. Alors, mythe, notamment, par exemple, de la nouveauté du travail féminin. Il disait en 85, ce qui est nouveau, c'est que le travail féminin serait une nouveauté. Et donc, on retrouve là tout un ensemble de choses qui a été évoqué précédemment.
dans le beau livre qu'elle a fait avec Monique Meuron, il y a 3 mythes de la modernité qui sont mis au pilori, si j'ose dire. Celui que je viens d'évoquer de l'innovation, le mythe de la contingence en second lieu, en vertu duquel rien n'empêcherait, si besoin était, de renvoyer les femmes à la maison. Et on sait combien ce genre de tendance revient de manière régulière. Et troisième mythe, qui est pourchassé, c'est celui de la dépendance, celui en vertu duquel les femmes seraient vouées à s'occuper en priorité de la famille et des enfants. Mais cela, elle avait vu également dans ses premières études, notamment, je pense, à l'enquête, à la belle enquête qu'elle avait menée au clavier enchaîné, où elle avait comparé le statut et les formes de reconnaissance entre des ouvrières et des ouvriers qui faisaient exactement la même chose, mais qui bénéficiaient de formes de qualification et de reconnaissance sociale extrêmement différentes, au nom du fait que le féminin implique une forme de naturalité dans l'exercice du travail qui faisait que il n'y avait pas besoin d'envoyer les ouvrières en formation et donc de leur accorder des qualifications à la hauteur de ce qu'elles faisaient. Cette remarque me mène à penser que le travail sur les mots, qui était un travail souvent plaisant, parce que Margaret Maroney avait le sens de la formule, comme vous le savez, hein, mais était un sens extrêmement politique. Ce n'est pas par hasard si, par exemple, elle expliquait le travail, ce n'est pas toujours mal. Hein, et donc, on voit derrière le jeu de mots des enjeux sémantiques pour combattre ce désordre des mots qui pollue en fait le monde social. Et je crois qu'une manière dont Margaret, alors attendez, je ne sais plus où j'en suis là. Ouais. Oui, je suis en retard, c'est difficile. Oui, oui, je suis en retard dans les slides. Voilà. Une façon d'avancer sur ce registre sémantique, ça a été de construire des concepts. C'est en cela qu'elle a fait œuvre aussi de construction d'une grammaire sociologique à part entière. J'en retiens 2 juste pour alimenter le propos. D'abord, l'opposition travail et emploi, avec lesquelles nous sommes toutes et tous aujourd'hui très familiers et qu'elle a largement contribué à forger et à diffuser. Je pense que ça, c'est un acquis majeur. Je pense que les travaux qui ont été menés avec Chantal Nicole Drancourt sur les grands magasins, Tremplin, Le Bon Prix, etc., ont été un laboratoire où elle a pu tester empiriquement la force de cette opposition entre le travail et l'emploi. Et ça, c'est un des atouts aussi majeurs de la façon dont Margaret Maroney travaillait, c'est cette articulation permanente entre la construction conceptuelle et l'enquête de terrain. Il y a une deuxième avancée conceptuelle qui est peut-être moins connue, en tout cas qui a peut-être fait beaucoup moins fortune dans le monde sociologique, c'est la notion de société de plein chômage, qui pour elle était importante et qui véhiculait l'idée que on ne peut pas en rester simplement à l'appréhension du chômage à partir d'un taux qui serait supérieur à ce que les économistes appellent le Nérou, mais que la présence du chômage a des effets structurants sur le monde social dans son entier, y compris sur la façon de penser la place légitime ou pas des femmes sur le marché du travail. Raisonner en termes de plein chômage, ça explique de comprendre pourquoi le halo du marché du travail ou du chômage est plus féminisé que le reste du marché du travail. Donc il y a des enjeux sociaux dans la façon dont on pense la place du chômage dans la société. Et elle ajoutait aussi que ça engage à réfléchir sur la signification sociologique des indicateurs du chômage. Elle aimait à dire que le taux de chômage féminin, ça signifie au moins 2 choses. D'abord, c'est un indicateur de discrimination, mais c'est aussi un indicateur d'homogénéisation des comportements d'activité masculins et féminins. Alors, j'en arrive au troisième point que je voudrais évoquer, ce sont les stratégies de recherche. Je vais être assez rapide pour laisser un peu plus de temps au dernier point, mais pour dire qu'un style sociologique, à mon avis, n'est pas simplement le fait de faire des enquêtes ou simplement de les conceptualiser. Un style sociologique, c'est aussi agir sur différents registres de manière à donner vie à des programmes de recherche, à des collectifs, etc. Et de ce point de vue-là, on le sait, Margaret Maroney a toujours été extrêmement active. Il y a différents types de registres d'action, de stratégies que l'on peut distinguer. D'abord, la pluralité des méthodologies qu'elle a utilisées, souvent des enquêtes plutôt au début de sa carrière, mais également des mises en perspective internationales, de l'analyse de données, la socio-histoire, etc. Donc elle a couvert toute une série de méthodologies qui ont enrichi son programme de recherche au fil des années. Deuxième type de stratégie, et nous sommes bien placés pour le savoir aujourd'hui, c'est son engagement institutionnel.
Le mage en est l'expression la plus flamboyante et la plus magnifique, mais je voudrais évoquer aussi la mire, où elle a eu un rôle important avec Emmanuel Reynaud, et c'est depuis la mire, où elle était gestionnaire de programmes de recherche, qu'elle a pu porter très concrètement le développement d'une sociologie de l'emploi. Donc ça me paraît important à évoquer. Troisième type d'action, ce sont les actions qui ont été évoquées précédemment avec ce souci, donc d'un point de vue stratégique, de laisser des traces. Donc le magnifique petit film et puis les slides qui ont été présentés précédemment le disent à merveille. Cette volonté de créer des espaces de discussion, controverser la dispute au meilleur sens du terme, la nécessité de laisser des traces éditoriales. Donc là, on a toute une série mais je ne fais qu'être redondant par rapport à ce qui est dit. Je voudrais juste dire simplement que non seulement ces traces éditoriales avaient une valeur scientifique de haut niveau, elles l'ont toujours bien évidemment, mais que Margaret Maroney a aussi à un moment donné pratiqué l'échappée belle, si j'ose dire, du point de vue de l'écriture, notamment dans Le Temps des chemises, puisque Le Temps des chemises est un ouvrage qui rencontre d'une belle recherche menée avec Annie Borzex. Et la volonté qui était des deux autrices, c'était de faire un livre qui soit accessible à d'autres personnes que simplement le public de chercheurs et de chercheuses habituels. Donc elle avait ce souci également de la diffusion des enquêtes, des résultats, des façons de voir dont la sociologie et les sciences sociales pouvaient nous faire hériter de points de vue assez nouveaux. J'ajouterais que une dernière stratégie, je crois, de recherche assez importante et même très importante pour Margaret Maroney, c'était l'alliance interdisciplinaire. Je l'évoquais à propos de l'économie, mais le MAGE est l'expression aussi de cette volonté interdisciplinaire avec la présence de toute une série de disciplines que je ne me risquerai pas de lister ici au risque d'en oublier. Voilà, alors ça m'amène au dernier point que je voudrais évoquer pour ne pas être en retard, pour qualifier la dernière composante de ce qui on pourrait nommer le style sociologique de Margaret Maroney, c'est ce que je propose d'appeler une sociologie critique, empirique et analytique. Alors je vais commencer par les deux derniers termes en disant que tout programme de recherche, toute œuvre sociologique, toute œuvre en sciences sociales est confrontée à une tension interne entre, d'un côté, la nécessité de rendre compte empiriquement du monde de façon fine, et de l'autre, d'avoir une grammaire sociologique cohérente qui articule de façon originale toute une série de concepts. Je crois que Margaret Maroney a réussi à tenir ce pari qui est celui-là. J'aimerais utiliser le terme de sociologie de moyenne portée au meilleur sens du terme, c'est-à-dire au sens de Merton dans la tradition sociologique, pour dire un refus à la fois de l'hyper-empirisme et un refus des grandes théories abstraites qui n'ont aucun accroche sur le monde. Et Margaret Maroney a réussi ça. Et une des façons de le montrer en lisant ou en relisant tout son travail, j'ai essayé de repérer ce qu'on pourrait appeler des théorèmes sociologiques qu'elle a réussi à en mettre en évidence, qui sont le fruit précisément de cette alliance vertueuse de l'empirie et de l'analyse. Alors, je ne vais pas les reprendre toutes, mais un de mes théorèmes préférés, c'est celui qui a donné lieu, je crois, à un grand article dans la Revue française de sociologie en 1989, où elle montre comment le mode d'emploi, les statuts sociaux se déterminent l'un l'autre de façon réciproque. Et je crois que c'est un grand résultat sociologiquement parlant de sociologie de l'emploi. Alors il y a toute une autre série de résultats intermédiaires que vous pouvez reprendre si vous le souhaitez. Et notamment, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle dit sur la rhétorique de la différenciation homme-femme sur le marché du travail, en disant alors attendez, je retrouve le terme exactement. Vous l'avez vous sous les yeux, mais moi je suis perdu dans mes notes. Voilà, je le retrouve plus, mais je vais le dire là. Si le travail des femmes était un animal, ce serait un serpent qui se mord la queue. Voilà, j'adore cette formule. Et qui dit bien son souci de travailler aussi à une sociologie de la rhétorique qui pèse sur nos représentations du marché du travail. Alors, deuxième tension qui me paraît intéressante du point de vue du style sociologique de Margaret Maroney, c'est cette tension qu'on trouve déjà chez Weber, notamment sur l'engagement citoyen d'un côté, on dirait presque militant aujourd'hui, et la posture de savant et de savante.
Et Margaret en avait conscience dès le départ, et elle s'en est expliquée dans sa thèse. Dès sa thèse, elle le dit, voilà ce qu'il dit dans sa thèse. La rédaction d'une thèse ne m'a pas pour autant rendue indifférente à l'objet de mon étude. En un mot, ne m'a pas cantonné dans une attitude de fausse neutralité face à une question qui me tient à cœur. Donc, elle avait conscience de cette tension-là, et je crois qu'elle avait compris, comme d'autres, mais qu'elle-même a su le mettre en musique, que la sociologie, ce n'est pas un engagement militant, et que l'engagement militant n'est pas réductible à de la sociologie. Et que le vrai travail de construction d'un programme de recherche sociologique et de sciences sociales, c'est une posture critique. C'est à ce titre que je crois qu'elle nous apporte aussi un regard critique sur le monde, critique au sens épistémologique du terme, c'est-à-dire il faut en permanence réfléchir sur les conditions de possibilité du discours sociologique que nous offrons, que cela concerne notre propre trajectoire ou les méthodologies que nous utilisons pour éclairer les questions d'emploi. Et c'est pour ça que j'aimerais reprendre ici une des formules qui ont été utilisées précédemment dans la projection précédente et qui pour moi résume les choses. Elle disait: je suis sociologue de profession, féministe de conviction. Et je crois que ça résume fort bien la façon dont elle a mené sa sociologie critique pendant toute sa vie. Alors si Rachel me laisse encore 2 minutes, je conclus. 2 remarques pour conclure. La première, pour rappeler, mais probablement le savez-vous, qu'avant d'embrasser la profession de sociologue, Margaret avait démarré une thèse d'allemand. Et dans sa thèse, elle le racontait assez souvent, elle avait été frappée par le fait que elle s'intéressait aux femmes sous le Troisième Reich, et elle avait remarqué que lorsque Hitler est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il avait fait, c'était de tout faire pour que les femmes ne travaillent pas. Et donc, il y avait toute une série de mesures qui avaient été prises pour licencier les femmes salariées, interdire des professions à certaines femmes, etc. Donc, cauchemar orwellien dont nous avons encore quelques ersatz aujourd'hui, hein, malheureusement, et qui dit à quel point, en fait, ce travail séminal qu'elle a pu entamer au début de sa carrière professionnelle a irrigué l'ensemble de ses préoccupations tout au long de sa vie. La deuxième chose que je voulais dire, et je conclurai là-dessus, c'est que, bien évidemment, Margaret Marouani savait qu'elle n'était pas la seule à avoir réfléchi sur les questions de sociologie de l'emploi, de chômage, etc. Elle reconnaissait très volontiers sa dette à Lazarsfeld, par exemple, mais aussi à Pierre Tripier, à Pierre Roll, qui nous ont quittés il y a pas très longtemps. Mais je crois que un des points forts qui faisait vraiment toute l'originalité du travail de Margaret Marouani en tant que sociologue des femmes et de l'emploi, c'est d'avoir réussi à partir de ces objets d'étude donner un souffle généraliste à ces réflexions, et c'est à ce titre que Margaret aussi une sociologue généraliste au meilleur sens du terme. Voilà, merci à vous.